Le Centre de formalité des entreprises CFE a levé un coin de voile sur ces données de 2024. Selon le rapport, les Béninois ont créé environ 20% des nouvelles entreprises des 2548 entités formalisées par des non-nationaux. En effet, les Béninois ont créé 505 entreprises des non-nationaux, soit exactement 19,81% de ces entités formalisées. En comparaison à 2023, on note une progression de 21%, soit 415 entreprises formalisées. Les Nigériens viennent en deuxième position avec 412 entreprises enregistrées, ce qui est en baisse par rapport à l'année 2023 où ils avaient 486 sociétés dans les registres du CFE. Le géant de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria, est en troisième position avec 394 entreprises contre 364 en 2023. Le Ghana et le Burkina Faso, quant à eux, occupent respectivement 4e et 5e place avec 172 et 142 nouvelles sociétés déclarées. En clair, seuls les pays de l'Afrique occidentale constituent ce top 5 des nationalités étrangères en matière de création d'entreprises au Togo en 2024. L'édition 2024 révèle un renversement notable par rapport à l'année passée où l'Inde figurait parmi les 5 premières nationalités créatrices d'entreprises. Cette année, seuls des pays d'Afrique de l'Ouest occupent le podium, ce qui souligne un changement d'orientation dans les flux d'investissement. En outre, cette dynamique peut être attribuée aux réformes récentes entreprises par le Togo pour améliorer le climat des affaires, incluant la dématérialisation des démarches administratives, la réduction des délais et des coûts, ainsi que la simplification des formalités. Ces mesures ont clairement contribué à renforcer l'attractivité du pays pour les investisseurs étrangers. Le nord du Togo fait face depuis plusieurs années aux incursions de groupes terroristes opérant dans la région du Sahel. Depuis juin 2022, un état d'urgence sécuritaire a été instauré dans la région après une attaque terroriste. En mars 2024, cet état a été prorogé de 12 mois et devrait prendre fin en mars 2025. Malgré ces mesures, la région des Savanes continue de faire face à des défis sécuritaires majeurs, entraînant le déplacement de populations et des tensions sécuritaires persistantes. Dans ce contexte, les autorités ont mis en place des restrictions, notamment la limitation des déplacements et des rassemblements nocturnes. Toutefois, un relâchement a été constaté ces derniers mois, suscitant des inquiétudes quant à leur efficacité. Pour y remédier, le gouverneur des Savanes, Afo Achadedi, a récemment rappelé au préfet et au maire l'importance du respect des directives sécuritaires. Il a insisté sur la nécessité de faire appliquer les restrictions relatives aux horaires des mariages, des veillées funèbres et de prières, ainsi que la fermeture des bars avant 20 h. Les appels des muezzins sont limités aux grandes mosquées de quartier. Alors que la menace demeure, la vigilance reste de mise avec une stratégie sécuritaire qui s'appuie sur des actions militaires et une coopération accrue avec les habitants. L'évolution de la situation dans les prochains mois sera déterminante pour envisager une sortie progressive de l'état d'urgence. Le Togo, tout comme les autres pays du monde, fait face aux défis climatiques. Malgré son faible niveau d'émissions de gaz à effet de serre, le pays fait face à des impacts climatiques mettant en péril plusieurs secteurs, notamment agricoles et énergétiques. Pour faire face davantage au phénomène, les parlementaires togolais pensent adopter une loi climat. En effet, en 2 jours de séminaire tenus à Lomé du 25 au 26 février, l'Assemblée nationale togolaise, en collaboration avec celle de la francophonie, a abordé plusieurs thématiques clés telles que le rôle des parlementaires dans la gouvernance climatique, aussi les meilleures pratiques législatives en matière de lutte contre le changement climatique sont analysées, sans oublier les enjeux et défis du changement climatique au Togo et les mécanismes de financement de la politique climatique nationale. Rappelons que les effets du changement climatique sont bien présents au Togo. Les inondations, les périodes de sécheresse et les érosions, entre autres, sont devenus le quotidien des Togolais.
C'est ce samedi que débute le Ramadan, mois de jeûne sacré pour les musulmans au Togo. Il s'agit pour les fidèles musulmans d'observer le jeûne du 9e mois du calendrier lunaire islamique, l'un des 5 piliers de l'islam. Cette période marque une intensification de la pratique religieuse avec l'accomplissement des prières quotidiennes, la lecture du Coran et la générosité envers les plus démunis. Le Ramadan va au-delà du simple jeûne physique de l'aube au coucher du soleil. C'est également une période de purification spirituelle, de réflexion intérieure et de renforcement de la foi. Rappelons qu'en se privant temporairement des plaisirs quotidiens et en contrôlant leurs désirs, les musulmans renforcent leur volonté et leur dévotion tout en exprimant leur gratitude pour les bénédictions reçues. Toutefois, en fonction de l'observation de la lune, les jeûnes devraient se terminer entre le 29 et le 30 mars avec la fête de l'Aïd al-Fitr. En l'espace de 2 semaines, plus de 60 000 personnes fuyant les combats en République démocratique du Congo ont trouvé refuge au Burundi. Parmi elles, de nombreuses étaient déjà des déplacés internes et sont maintenant forcées de se protéger de l'autre côté de la frontière. Nous avons fui les combats. Il y a eu des coups de feu et certaines personnes ont été tuées. Mais certains d'entre nous ont réussi à s'échapper. Nous avons fui et sommes venus ici, à Kaburantois. Ce nombre de réfugiés est susceptible d'augmenter à mesure que les hostilités en RDC progressent vers la ville d'Uvira, principal point de passage officiel de la frontière avec le Burundi. Je ne suis plus inquiète. Hier, j'avais très peur d'être prise entre les tirs ou même d'être attaquée ici, où beaucoup d'entre nous ont trouvé refuge. Nous étions inquiets, mais Dieu nous a aidés et maintenant nous allons être transportés d'ici vers un endroit plus sûr. Le gouvernement burundais a accordé le statut de réfugié prima facie aux personnes fuyant le conflit en RDC. Ils bénéficient du même statut et jouissent des mêmes droits que les autres réfugiés reconnus dans le cadre d'autres procédures. Une satisfaction pour le HCR. Nous recevons des réfugiés de la RDC depuis quelques semaines, mais le plus grand nombre de réfugiés a commencé à arriver autour du 14 février, où nous avons reçu un grand nombre de personnes traversant la rivière Ruzizi pour arriver au Burundi. Ces réfugiés seront transférés vers le site de Mousséni dans le sud-est du Burundi qui a une capacité d'accueil de 10 000 personnes. Le gouvernement prévoit également d'allouer des terrains pour installer d'autres sites. À l'hôpital d'Omdurman, cet enfant crie de douleur à cause des brûlures sévères qu'il a subies lors d'une explosion. Sa mère a également été brûlée en tentant de mettre sa sœur à l'abri. L'hôpital est submergé par des enfants souffrant des conséquences de la guerre soudanaise, qu'il s'agisse de blessures dues au combat, de maladies ou de la faim. Le nombre total de blessés arrivés ici est de 150 et ce sont tous des enfants. Les enfants se retrouvent pris au piège entre les deux camps, portant ainsi le fardeau le plus lourd de ce conflit. Il ne prend pas de poids et ses frères sont devenus violents. Ils sont obsédés par les bagarres et notamment les armes. L'armée soudanaise intensifie ses efforts pour reprendre la capitale Khartoum des mains des forces paramilitaires de soutien rapide. Bien que le territoire soit progressivement reconquis, cela se fait au prix d'énormes pertes humaines et matérielles. Nous sommes des adultes. Nous sommes des adultes. Nous avons trouvé tout ce dont nous avions besoin dans ce monde. Mais pourquoi ont-ils été impliqués? Ils étaient innocents. Le conflit est marqué par des atrocités, incluant des meurtres et des viols motivés par des raisons ethniques, selon les Nations Unies et les organisations de défense des droits humains. Dans la ferme de Franeline, les travailleurs s'activent pour contrôler et tester la qualité des pommes de terre, tout juste récoltées. Dans cette exploitation de 450 hectares, on cultive du soja, du maïs, des tubercules. Un peu plus loin, on élève quelques poulets. Franeline a acheté cette ferme avec son mari il y a près de 30 ans après l'apartheid. Aujourd'hui, elle craint d'en être expropriée.
J'ai dû énormément travailler pour que ça marche. J'ai dû faire beaucoup de sacrifices. Si on me prend ma terre et qu'on la donne à des personnes qui ne sont pas formées dans ce secteur et qui n'ont pas les compétences et la passion pour ce métier, ça m'inquiète pour l'avenir de l'agriculture durable. 30 ans après la fin de l'apartheid, 72% des terres agricoles appartiennent encore aujourd'hui à des propriétaires blancs qui ne représentent pourtant que 8% de la population selon le gouvernement de la nation arc-en-ciel. L'annonce du président sud-africain de réformer la question foncière contrarie les groupes conservateurs et protecteurs de la culture des Afrikaners, ces descendants des premiers colons néerlandais et français. Ils ont désormais un appui de taille. Donald Trump, le président américain, accuse l'Afrique du Sud de confiscation de terres contre une certaine catégorie de personnes, faisant implicitement référence aux Blancs, une question poussée également par ce conseiller, le milliardaire Elon Musk, qui est né et a grandi en Afrique du Sud. Ce jour-là, à Pretoria, ils sont plus d'un millier d'Afrikaners à se rassembler devant l'ambassade américaine. Une mobilisation pour remercier Donald Trump et appeler à plus de pression pour restaurer la grandeur de l'Afrique du Sud. Ce que craignent aussi ces Afrikaners, c'est un scénario similaire à ce qu'a connu le Zimbabwe, pays voisin, au début des années 2000. 4000 propriétaires blancs ont vu leurs terres saisies au profit de fermiers noirs. Pour ce chercheur, les craintes qu'un tel scénario se reproduise sont infondées. Nous avons un système législatif et judiciaire très solide dans ce pays, de façon que l'État sud-africain ne soit pas capable d'exproprier arbitrairement les personnes de leur propriété de leurs terres. Il y a des scénarios et des situations spécifiques où cela a lieu. Par exemple, lorsque la terre n'est pas utilisée et elle est abandonnée. Si quelqu'un utilise sa terre, il ne peut pas être exproprié. Des expropriations, il y en a eu dans l'histoire du pays. Pendant l'apartheid, de nombreuses familles noires ont été expulsées. Aujourd'hui, beaucoup luttent encore pour récupérer les terres de leurs ancêtres. C'est le cas d'Elizabeth. Tout cet espace, c'était Top Location, où nous vivions. Ils nous ont chassés quand j'avais 10 ans. Elle attend depuis des années que le gouvernement lui restitue sa terre où se dresse aujourd'hui une zone industrielle, construite alors qu'elle avait déjà entamé une procédure judiciaire auprès des autorités. Je suis très touchée de revenir ici. Je ressens de la douleur parce que je suis née sur cette terre. Mais je ne peux pas la posséder et l'utiliser. Elizabeth vit désormais dans un township, ces villes où les Noirs avaient été entassés par le régime de l'apartheid. Elle survit en cultivant son jardin. Régulièrement, Elizabeth retrouve d'autres demandeurs de terre. Ils se réunissent pour tenter de faire avancer leur dossier. Nous ne voulons pas l'intégralité des terres, nous demandons juste une petite partie pour nous. Pour redistribuer les terres volées aux Noirs pendant l'apartheid, le gouvernement avait pour politique de les racheter aux propriétaires blancs. Un processus lent et coûteux qui génère de la frustration. D'autant qu'en Afrique du Sud, nombreuses de ces terres appartenant à des propriétaires blancs sont inexploitées. Dans le Gauteng, la région où nous sommes en ce moment, il y a beaucoup de terres de ce type. Tout le monde sait qu'on a été déplacés dans les townships et dans les bantoustans pour vivre entassés les uns sur les autres, alors qu'une bonne partie des terres est toujours vide. Maintenant, nous disons, nous avons faim et nous avons besoin de terres. L'expropriation est un moyen pour le gouvernement de nous entendre et de nourrir notre soif de terre. Depuis la fin de l'apartheid, il y a 30 ans, 83 000 demandes de terre ont été déposées auprès des autorités. 80 000 d'entre elles ont été acceptées. Le mois de Ramadan transforme les marchés en lieux très animés où les Marocains viennent s'approvisionner. Certains aliments sont essentiels pour rompre le jeûne au moment de l'iftar après le coucher du soleil ou pour le chour, le dernier repas avant l'aube. Dans cette boulangerie, l'équipe prépare une quantité bien plus importante que d'habitude. Nous faisons de notre mieux pour augmenter le nombre d'employés et les heures de travail. Nous cherchons également à offrir de nouveaux produits différents de ceux des années précédentes. Nous nous assurons de proposer tous les produits indispensables à la table du Ramadan. Cependant, lorsqu'il s'agit de jeûner, certaines personnes doivent faire preuve de plus de prudence. À Salé, Naïma Moutog consulte le médecin Faisal Serrou pour surveiller son diabète. Ce dernier vérifiera sa tension artérielle ainsi que son taux de glycémie avant de lui indiquer si elle peut jeûner en toute sécurité pendant le Ramadan.
Lorsqu'une personne diabétique jeune, son taux de glycémie peut augmenter de manière significative, ce qui peut entraîner des troubles de la conscience, tels que la perte de concentration et des hallucinations, ainsi que des problèmes digestifs et une déshydratation. Dans les cas les plus graves, cela peut mener à un coma et parfois même à la mort. Il existe également un risque d'hypoglycémie pendant le jeûne, ce qui représente un autre danger pour la santé du patient. Avant de prendre l'habitude de consulter un médecin, il m'arrivait de m'évanouir pendant le ramadan, précisément au moment de l'iftar. Depuis, j'ai commencé à consulter régulièrement un médecin pour prévenir tout problème de santé ou risque de crise cardiaque. Les tapis et les Corans sont très recherchés pendant cette période, tandis que les mosquées se préparent à recevoir un grand nombre de fidèles. Consciente que son économie vieillissante avait besoin de travailleurs étrangers pour soutenir la croissance, l'Espagne a pris la décision de renforcer les programmes d'immigration légale. Conséquence, en 2024, le Royaume a enregistré une croissance économique remarquable, surpassant celle des autres pays européens et des États-Unis. Ici à Guissona, on a l'impression de vivre dans une maison avec des gens de différents pays. Et c'est une bonne chose parce qu'on peut rencontrer des gens d'autres cultures et d'autres pays. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a toujours quelqu'un de plus compétent que vous. C'est vraiment bien. Je me sens chez moi. Dans les usines espagnoles telles que Bonarea, on trouve des employés originaires de 62 pays différents, principalement d'Ukraine, de Roumanie, du Maroc ou encore du Sénégal. Nous essayons toujours d'expliquer pourquoi nous embauchons des personnes d'autres pays. Et ce n'est pas parce que nous voulons payer des salaires bas. En fait, les salaires payés à Bonarea sont supérieurs à la moyenne de la région pour chaque travailleur. Ces personnes viennent ici pour effectuer des tâches spécifiques liées à l'industrie de la viande et il s'agit d'emplois que la population locale ne cherche pas pour différentes raisons, soit parce qu'il y a le plein emploi, soit pour d'autres raisons. Cette collaboration s'inscrit dans une politique économique qui privilégie les bénéfices de l'immigration, contrairement à la tendance mondiale où de nombreux pays resserrent leurs frontières. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réitéré sa demande de garantie de sécurité quelques heures après un échange tendu avec son homologue américain Donald Trump. Un cessez-le-feu sans garantie de sécurité, c'est une question extrêmement sensible pour notre peuple. Je parle en tant que président d'un peuple qui lutte depuis 3 ans et qui attend de l'Amérique qu'elle soit de notre côté, qu'elle reste avec nous et non avec les Russes, avec nous. Le dirigeant ukrainien l'assure, il est prêt à négocier en vue d'un accord de paix, mais pas à n'importe quelles conditions. Personne ne souhaite mettre fin à cette guerre plus que nous, car nous en Ukraine, nous vivons cette guerre. C'est une bataille pour notre liberté et pour nos vies. Je dis simplement que nous devons être unis. J'espère que le président sera de notre côté. C'est essentiel pour stopper Poutine. Selon plusieurs sources, avant la conférence, l'administration Trump pourrait proposer un accord portant sur la fourniture de minerais en échange de garanties de sécurité.